De plus en plus, la plupart des entreprises attendent des résultats des nouveaux employés parce que confrontées à la concurrence, l'acquisition d'une expérience peut donc s'avérer indispensable pour décrocher un emploi. Comment y parvenir? Cela passe nécessairement par des stages. Ce numéro de emploi et carrière va donc s'accentuer sur les techniques nécessaires à la rédaction d'une demande de stage, mais aussi au comportement à adopter avant, pendant et après la rédaction de sa demande de stage. Bienvenue à tous à votre magazine Emploi et Carrière. Je suis toujours en compagnie de André Cuyo. André Cuyo qui n'est plus à présenter. André Cuyo, bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Eh bien, avec vous, nous allons parler aujourd'hui de la demande de stage dont la rédaction reste difficile pour nombre de demandeurs d'emploi. Alors, que faut-il retenir de la demande de stage, André Cuyo? Merci. Vous l'avez dit dans votre introduction, il y a 4 grands comportements qu'il faut identifier. Le comportement avant la réalisation du stage, c'est déjà avoir la disposition psychologique. Donc il faut se préparer psychologiquement parce que ça ne sera pas facile. Les choses ne vous seront pas données. Et pourquoi donc envoyer un stage à une entreprise? Mais il faut envoyer un stage à une entreprise parce que la plupart des entreprises, les grandes entreprises, les entreprises même, ne font jamais d'annonce d'offres de stage. On fait les annonces d'offres d'emploi, ce qui n'est pas totalement courant, mais les stages, ça ne se fait pas. Donc il faut que l'étudiant ou bien le demandeur de stage crée le besoin. Donc celui qui doit le faire. Donc cela part de quoi? Il doit donc vérifier et connaître l'entreprise, connaître les besoins de l'entreprise pour que la demande réponde à un besoin précis. Pourquoi? Voilà, donc sa demande doit lui permettre de se démarquer, des autres concurrents, évidemment, de dévancer le besoin de l'entreprise, on l'a déjà dit, et puis de montrer sa motivation. Parce que la plupart des entreprises se demandent, mais pourquoi? C'est moi que tu as choisi, donc il faut montrer sa motivation, et puis sa volonté d'intégrer l'entreprise. Voilà. Et le deuxième point, c'est à qui envoyer la demande de stage. À qui envoyer la demande? Il y a plusieurs personnes à qui on peut envoyer la demande. Déjà au DG, mais cela passe par une information préalable. Parce que la demande de stage est une candidature spontanée, mais cela ne veut pas dire qu'il faut le faire de façon impromptue, de façon hasardeuse. Voilà, donc il faut déjà faire un travail préalable, il faut chercher les entreprises. La dernière fois, on avait fait comment il faut identifier les entreprises, on va pas revenir là-dessus. Tout à fait. Voilà. Donc on a dit comment il faut identifier les entreprises, on avait déjà donné. Et ensuite, il faut identifier les entreprises. Lorsque vous les avez identifiées, vous savez donc à qui adresser. On vous dit envoyer au DRH ou bien au DG ou au responsable des services. Ce qu'on peut leur conseiller dans cette présente émission, c'est que la plupart des demandeurs d'emploi s'adressent très souvent de façon groupée aux grandes entreprises. Les grandes entreprises, c'est bien, mais les grandes entreprises aussi n'ont pas très souvent besoin des demandeurs d'emploi, ou même qu'elles ont besoin des demandes d'emploi, des demandeurs de stage, mais en même temps, elles sont saturées, parce que tous les étudiants y vont. Or, il y a une bonne partie des entreprises qui sont dans les PME, qui sont des PME émergentes, des PME à fort potentiel de croissance, qui ont besoin aussi des étudiants, des stagiaires, des employés, et qui n'ont pas de stage. Donc, il faut que les étudiants, on leur conseille de s'adresser beaucoup plus à des PME, mais à des PME qui sont des PME qui ont un fort potentiel de croissance. Mais avant de le faire, il faudra peut-être qu'il y ait voir l'actualité de ces PME-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont ses besoins? Ensuite, comment elle est organisée? Quels produits elle vend? Et puis, bon voilà. Donc voilà à peu près les types d'informations qu'il faut avoir pour aller. Alors pour résumer, il faut cibler les entreprises et non pas faire des demandes au hasard. Voilà. Il y a aussi le fait que très souvent les gens ne savent pas comment il faut faire les demandes de stage. Est-ce que la demande doit être manuscrite ou est-ce qu'on doit la saisir? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Oui, très bonne question. En fait, il faut, dans nos pays francophones, c'est les demandes manuscrites qui sont des mises. Dans d'autres pays, comme les pays anglo-saxons, très souvent on tolère les demandes dactylographie. Donc pour le moment, à moins que l'entreprise ait non de façon spécifique que vous dactylographiez votre demande, si on n'a pas précisé, mais il faut envoyer les demandes manuscrites. Parce que il y a l'étude de la graphologie qui identifie le comportement d'un individu par rapport à son écriture. Donc,
très souvent, les demandes permettent au chef d'entreprise de savoir à quel type de personne il a affaire, parce que payer un recrutement, c'est prendre un risque. Et déjà, il faut donc voir qu'il y a 3 grandes parties à l'intérieur de la demande d'emploi. La première partie, c'est la formule de politesse. Et très souvent, on leur déconseille les formules GL, l'honneur et tout ça, parce que la plupart des demandes d'emploi bondissent sur cette expression. Donc, il faut innover. Ensuite, il faut parler un peu, il faut mettre son âge. Et ensuite, il ne faut pas oublier la durée du stage. Si c'est un stage qui va faire 2 mois, 3 mois, ou bien 1 mois, il faut le spécifier. Et il faut tout se spécifier la période à laquelle, c'est-à-dire en juillet, en août ou en septembre, il faut le dire. On dira sa disponibilité. Hein? Oui, sa disponibilité, voilà. C'est important. Et donc la deuxième partie, mais c'est là que vous allez mettre toutes les informations que vous avez glanées dans vos recherches antérieures, voilà, sur l'entreprise. Pourquoi vous avez choisi? Il faut mettre la motivation, c'est important. Pourquoi vous avez choisi telle entreprise et non une autre? Et la dernière partie, mais c'est la formule de politesse, où vous allez profiter pour demander un rendez-vous à votre futur employeur. Mais en même temps, il faut savoir à qui c'est adressé. Donc, vous dites à monsieur le directeur. Il y a des gens qui mettent à monsieur tout court. Il faudra à monsieur le directeur des ressources humaines, à monsieur le président directeur général, à monsieur le DG, à qui c'est destiné, à qui la lettre est dédiée. Et ensuite, ils mettent monsieur et madame. Non, il faut mettre soit monsieur, soit madame, parce que vous avez fait un minimum de recherche, donc vous savez qui dirige l'entreprise, et vous devez savoir que si le ou la DRH c'est une femme ou c'est un homme, il faut être précis là-dessus. Voilà. Je pense également que la demande de stage doit comporter aussi une écriture soignée, n'est-ce pas André Cuyot? Merci, il faut avoir une écriture soignée, mais après l'écriture soignée, il faut faire attention à la grammaire, à l'orthographe, pour éviter les fautes qui dénaturent votre travail. Et ensuite, il faut mettre une photo il faut joindre un curriculum vitae, il faut joindre un curriculum vitae déjà dans la lettre. Donc, pour qu'on sache à qui on a fait, il faut relire surtout. Il faut lire, relire, faire lire par quelqu'un qui est suffisamment outillé pour vous dire que voilà, tu as fait telle erreur, parce que l'écriture, c'est un peu comme le code de la route. Tout à fait. Lorsqu'on voit les panneaux, mais les fautes, la manière d'écrire aussi, il y a des panneaux, pour le moment, c'est codifié. Pour le moment, il y a les fautes de français. Si on libéralise, on dit on ne voit plus les fautes, on va laisser tomber, mais pour l'instant, le français a des codes qu'il faut respecter. Et donc, il y a un comportement après la rédaction, mais surtout, il faut faire le suivi des demandes. Ce qui est très important. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de candidats. Il faut donc faire le suivi de la demande en mettant dans un cahier de transmission, en envoyant le maximum de courriers. Je conseille d'envoyer 200 ou 300 courriers, pourquoi pas? Parce que, à la même entreprise? Non, pas dans la même entreprise. Dans toutes les entreprises. Je vous ai déjà dit qu'il y a 33 000 entreprises en Côte d'Ivoire, donc il faut envoyer le maximum. Parce qu'on n'a pas de statistiques en Côte d'Ivoire, à ma connaissance, mais ailleurs, c'est 1 ou 2 réponses pour 100 courriers. 4 réponses en plus, au plus pour 100 courriers. Donc, si vous envoyez 10 courriers, ce n'est pas sûr qu'on vous réponde. Parce que les entreprises n'ont pas besoin leur objectif immédiat, c'est de faire le résultat chiffré. Donc recruter les gens ne sont même pas, si elle n'est pas dans le besoin, c'est vous qui allez créer le besoin, mais quand vous créez le besoin, il faut suivre. Si vous ne suivez pas, ce n'est pas bien, il faut envoyer beaucoup de courriers. Ensuite, quand il y a transmission, on en a déjà parlé, pour prendre les références des entreprises, le numéro de téléphone, la personne à qui contacter, bref, et voilà. Et je voudrais terminer par un exemple que M. Jean-Paul Bané, ancien gouverneur de la BCAO, a donné sur notre chaîne nationale. Il avait dit que un jeune voulait travailler à la BCAO, mais il a fait des courriers, il envoyait des fax, il envoyait des fax et des fax et des courriers, au point où tout le monde, chaque agent avait déjà reçu plusieurs courriers. On l'a appelé du produit, il dit non, moi il voulait travailler à la BCAO, mais ils l'ont pris finalement. Et quelques jours, il avait tiré la télévision, c'est une émission télévisée, il a dit que l'étudiant, on sentait qu'il voulait vraiment travailler à la BCAO. Il ne faut pas dire non, je vais les ennuyer, non, mais ennuyez-les. S'ils sont si ennuyés, mais qui vous appellent pour savoir quel est votre problème? Tout à fait. Voilà. Donc il ne faut pas dire non, je vais les gêner, non. Mais gêner-les, ça ne les dérange pas. Moi, personnellement, ça ne les dérange pas. Il faut les gêner, il faut écrire le maximum de courriers, le maximum d'appels, le maximum de SMS, le maximum de... Jusqu'à ce que vous disiez, écoute, mon ami, on a reçu vos courriers, on vous a appelé.
Mais tant que vous n'avez rien dit, mais il faut les rappeler. Chaque 2 semaines, chaque semaine, il faut les relancer. C'est extrêmement important. Alors nous espérons que tous auront des résultats favorables suite à leur demande de stage dans les différentes entreprises. Alors sur ce, nous passons tout de suite à notre jeu concours. Alors, comme vous le savez, dans le cadre de notre émission, il vous est proposé un jeu concours. Alors, je vais laisser cette tâche à André Kuyot pour vous entretenir. Merci. Nous avons beaucoup d'appels et c'est bien. Et nous allons certainement remettre incessamment les premiers gagnants. Nous allons leur remettre leur lot. Mais déjà, nous leur disons merci pour ceux qui nous ont appelés et qui continuent de les appeler et qui continuent d'appeler. Voilà. Et les jeux, mais les prix qui vont gagner, il y a une bourse d'études qui nous a été offerte par notre école partenaire, une bourse d'études qui fait de la licence pro, première année master, deuxième année master, et ça fait 2 millions par an, donc c'est une bourse de 6 millions que nous allons leur offrir. Mais ensuite, nous allons leur offrir des tablettes pour qu'ils aient, puisqu'on leur demande de faire des recherches pour appeler, il faut qu'ils aient les moyens aussi d'appeler. Donc on va leur offrir ces moyens-là. Et ensuite, enfin, nous allons offrir aussi des stages qui nous ont été offerts par une des grandes entreprises de la Côte d'Ivoire, une maison de distribution. Voilà, donc il faut qu'ils continuent d'appeler et incessamment, nous allons faire la remise des lots aux premiers gagnants. Voilà ce que Etienne leur dit. Et nous disons merci vraiment pour tous ceux qui nous ont appelés et ceux qui vont prendre l'engagement de nous appeler. Tout à fait. Alors nous abordons à présent le dernier virage de notre émission avec la rubrique « Je veux créer mon entreprise ». Pour cette rubrique, nous avons décidé de satisfaire à nos téléspectateurs qui, après la rubrique précédente où nous avons parlé du business plan, est-il un gage de réussite, ont bien voulu avoir plus de détails sur le business plan. Et bien, pour votre plaisir, nous parlerons dans ce numéro des différents types de business plan. André Kuyot. Merci. Je vous en prie. Nous avons identifié 4. Peut-être qu'il y en a plus, mais nous pensons que dans le temps qui nous est imparti, et puis c'est l'essentiel qu'on va leur donner. Tout à fait. Donc le plan d'affaires, par définition, tout le monde le sait, c'est un document technique qui permet, n'est-ce pas, de retracer le parcours, j'allais dire, dans le futur de votre entreprise. Donc c'est un dossier de présentation de votre projet, c'est même une boussole qui va vous permettre d'orienter votre management, de vos choix commerciaux, vos choix marketing, vos choix financiers. Alors, le plan d'affaires, donc, il y en a plusieurs, on en a dit. Ce dont nous allons parler, le premier, c'est le bien de plan de création d'activité. Tout le monde le sait. On reprend quand même dessus. Tout à l'heure, vous avez dit que la pédagogie est la mère de la répétition, et la répétition est la mère de la pédagogie. Et donc, ici, le plan d'affaires permet de clarifier, de structurer, d'approfondir et de traduire en termes financiers tout ce que vous pensez. Alors, donc, il faut savoir que le plan d'affaires aussi, ça permet d'aller vers un financier, qui peut être un particulier, une banque ou une ONG, ou bien une ambassade, enfin, vers un financier ou un partenaire financier. Et donc, ça vous permet de savoir d'où vous partez, où vous voulez arriver et comment vous comptez y arriver. Et donc, ça, c'est la première partie, le premier type de business plan, qui est le business plan de création d'activité. Le deuxième, qu'on peut leur expliquer, parce que la question nous a posée de façon précise, c'est le business plan qu'on peut faire à l'occasion de la reprise d'une entreprise. Il y a des gens qui rachètent des entreprises, peut-être qu'ils sont en croissance, ou qui sont en difficulté. Comment il faut rédiger? Donc, il faut aussi rédiger un plan d'affaires. Et ce plan d'affaires-là, ça comporte globalement 2 grandes parties. C'est la reprise des anciens comptes qui va permettre de voir l'existant. Vous allez voir, le plan d'affaires va sortir l'existant. Qu'est-ce qui a été fait? Comment ils ont géré? Qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, ça va vous donner toutes ces informations-là. Et puis, ça va donner des indications sur les données prévisionnelles. Le projet va donc mentionner des chiffres prévisionnels. Voilà. Et puis, peut-être vous pouvez fermer des activités. Par exemple, il y a des entreprises qui ont plusieurs activités. On veut fermer ici, on veut ouvrir là. Et c'est le business plan qui va vous donner la lisibilité pour bien vous orienter. Voilà. Et, ça s'appelle le business plan de reprise d'activité. Et le troisième plan d'affaires, c'est le plan d'affaires qu'on fait pour la modification de l'activité. Donc vous avez une entreprise,
vous voulez ajouter de nouveaux projets, vous pouvez faire un plan d'affaires. Mais vous voulez supprimer d'autres activités, vous pouvez faire un plan d'affaires. Voilà, donc le plan d'affaires, vous pouvez le faire, mais c'est pratiquement le même cheminement, mais avec des particularités par rapport aux besoins, par rapport à l'objectif que vous voulez assigner. Et le quatrième, et dans ce cas-là, on parle de plan d'affaires, de développement d'activité. C'est le troisième que nous mentionnons. Et le quatrième et le dernier que nous avons retenu, on peut revenir sur un plan d'affaires après avoir lancé le projet. Que le projet soit pour commencer une activité, pour reprendre une entreprise ou autre, on peut refaire un autre plan d'affaires qui permet, n'est-ce pas, d'avoir une lisibilité. J'insiste sur la lisibilité, pas le plan d'affaires. Parce qu'il faut déjà dire, on l'avait déjà dit ici, que le plan d'affaires, ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ont réussi leur entreprise sans faire un plan d'affaires. Mais c'est comme quelqu'un qui quitte une ville à une autre la nuit et qui roule sans phare. Il peut arriver avec beaucoup de chance. Il y a un autre qui a les phares, il peut arriver, c'est certain, mais il n'est pas aussi exempt d'accident. Donc, quoi qu'on fasse, le plan d'affaires, l'avantage, c'est que ça vous permet de voir où vous partez. Les phares, c'est comme un phare qui vous guide. Il y a des crevasses ici, il y a un animal qui a traversé, vous filez. C'est un tableau de bord, en fait, qui vous permet de savoir est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que votre carburant peut vous amener là où vous arrivez, est-ce que votre batterie est suffisamment puissante pour vous accompagner, est-ce que donc, ça permet de se poser des questions et de trouver des réponses. C'est pourquoi il est conseillé pour un chef d'entreprise d'avoir un plan d'affaires. Bien que ce n'est pas obligatoire d'avoir un plan d'affaires, parce qu'il y a d'autres qui ont eu des entreprises qui n'ont jamais fait de plan d'affaires, mais avec l'observation, ils ont réussi leur activité. Voilà. Est-ce qu'il tenait à dire à ce niveau-là? Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de manière générale, André Kuyo, concernant le business plan? Oh, mais le plan d'affaires, on a dit qu'on a parlé de 4 types de plan d'affaires. Le plan d'affaires qu'on rédige lors de la création d'une activité. Donc ça, c'est le plan d'affaires pour créer une entreprise. Mais le plan d'affaires qu'on rédige à l'occasion d'une reprise d'activité, le plan d'affaires qu'on rédige à l'occasion de la modification de l'activité et le plan d'affaires qui revient sur tous ces ensembles-là, qu'elle soit création d'activité, que ce soit la reprise d'entreprise, que ce soit la modification, on peut faire un plan d'affaires pour vous donner une visibilité. Voilà. Et donc, si vous me donnez l'occasion encore de revenir sur les stages. Allez-y. Les stages, c'est extrêmement important. Parce qu'on l'avait dit dans les émissions, il faut qu'il y en ait suive. Puis nos émissions, c'est une suite, en fait. Donc, la présente émission, on avait parlé de où trouver les stages. Comment, aujourd'hui, on les montre de façon plus technique comment rédiger. Donc, on est maintenant dans la méthodologie de rédaction des motivations, des demandes de stage. Donc, il faut qu'ils le fassent. Et il faut qu'ils insistent sur la recherche d'informations préalables. Ce n'est pas parce que c'est des candidatures spontanées qu'il faut écrire au hasard. Même si vous prenez la plupart des grands communicants, ils vont vous dire que les improvisations qui réussissent, c'est celles qu'on prend plus de temps à faire. Donc il n'y a pas de hasard. Si vous confiez votre avis au hasard, ne soyez pas surpris d'avoir un résultat hasardeux. Donc pour ne pas avoir un résultat hasardeux, il faut faire des recherches préalables. C'est extrêmement important. Et ensuite, il faut que la demande soit unique et personnalisée. Parce que très souvent, la plupart des demandes, ils copient sur le voisin, ils copient sur le net, c'est bien. Mais quand vous faites les recherches, il faut les personnaliser après. Parce que très souvent, la plupart des demandes vont se ressembler, et même à les fautes, parce que sur le net aussi, il y a les fautes. Donc, tout à fait. Voilà, parce que souvent, ils ne vont pas sur les types, il y a des sites de recherche, mais souvent, ils sont sur des sites qui sont ouverts à tout le monde. Donc, chacun dit ce qu'il veut et comment il attend. Donc souvent ces sites-là, ce n'est pas des sites professionnels. Et donc les CV ne sont pas non plus des CV fiables et viables. Il faut faire très attention. Et donc il faut éviter, je répète, d'écrire des CV du voisin ou de la voisine, le CV sur le net, quand vous devez vous en inspirer pour faire quelque chose de particulier. Parce que vous êtes particulier. Quelque chose d'unique, parce que vous êtes unique. Et donc on leur dit merci et de continuer à jouer le jeu. Parce que nous sommes impatients de leur donner leur prix. Et nous leur disons merci de suivre Business 24. Et nous leur disons surtout merci de suivre Employeur Carrière. C'est ensemble
que nous allons déplacer des montagnes. Alors, et moi aussi, je vous dis merci encore, André Kio, d'être venu nous entretenir tout au long de cette émission. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé. Je vous en prie. Alors, chers téléspectateurs, sachez que nous étions en compagnie de André Kio, notre consultant maison, et avec lui, nous parlions des demandes de stage et bien évidemment aussi du business à Plana. Sur ce, je vous dis au revoir. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.